Bonsoir à toutes et à tous et merci beaucoup Ernest pour cette présentation outrageusement flatteuse. Nous allons donc discuter ce soir ensemble de deux enjeux, je crois, qui apparaissent comme deux enjeux essentiels du XXIe siècle, c'est-à-dire à la fois la question du changement climatique et celle des migrations. Et ce sont deux enjeux qui, bien entendu, s'entrecroisent parfois, et notamment à l'occasion de la question que nous allons aborder aujourd'hui, c'est-à-dire la question des réfugiés climatiques ou des réfugiés environnementaux. J'ai l'impression que ça zune un peu, non? Il me semble, hein? Qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? On va voir, je ne les entends pas en régie, mais j'espère qu'ils règlent le problème. Et donc, je vais essayer de vous faire un exposé en plusieurs parties, en exposant d'abord ce que l'on sait, quel est l'état de la recherche sur la question, et en expliquant ensuite ce que l'on ne sait pas, et quelles sont les questions politiques que cet enjeu nous pose aujourd'hui, notamment à l'ère de Donald Trump, comme on en a parlé. Pour commencer, il faut que je vous parle de l'Anthropocène. L'Anthropocène, c'est la nouvelle période géologique dans laquelle nous sommes désormais entrés, au dire des géologues. C'est une période géologique qu'on peut caractériser comme l'âge des humains, c'est-à-dire ce moment assez unique de l'histoire de la Terre où les hommes et les femmes qui l'habitent sont devenus les principales forces de transformation de la planète devant les forces géologiques et telluriques. En d'autres termes, c'est le moment de la collision de l'histoire de la Terre avec l'histoire des hommes et des femmes qui l'habitent. Je suis sûr que vous avez déjà tous vu sur Facebook ou sur Twitter cette idée qui dit que si jamais on pouvait ramener l'histoire de la Terre qui fait des milliards d'années à une journée de 24 heures, eh bien l'Homo sapiens arriverait à la 23e heure, 58e minute et 37e seconde et des poussières. En d'autres termes, nous, humanité, nous ne représentons rien du tout dans l'histoire de la Terre. La Terre existait bien avant l'humanité et continuera à exister bien après l'extinction de la race humaine. Et pourtant, l'Anthropocène, qui succède donc à l'Holocène, c'est ce moment particulier où ces deux histoires vont cesser de courir en parallèle l'une de l'autre, mais vont entrer en collision l'une avec l'autre. C'est ce moment particulier où nous, humains, allons influencer l'histoire et le cours de l'histoire de la Terre. Un changement d'époque géologique, ça ne se produit pas tous les ans. Ça se produit globalement tous les 15-20 000 ans. Et donc notre génération avait déjà eu la chance de faire l'expérience du changement de millénaire. Nous faisons en plus l'expérience du changement d'époque géologique. C'est évidemment une responsabilité considérable qui emporte aussi des conséquences politiques considérables. Ça veut dire, notamment, que nous ne pouvons plus penser la Terre et le monde séparément, distinctement l'un de l'autre. Or, c'est comme ça que nous avons toujours fonctionné. Nous avons imaginé que la Terre était le support de la vie humaine, que la Terre, notre planète, était régie par les lois de la physique, de la chimie et de la biologie, tandis que le monde était l'organisation sociale et politique de la Terre, qui était régie par les lois de la politique et de l'économie. Comme si l'un et l'autre pouvaient se penser séparément. Ce que nous dit l'Anthropocène, c'est que ce n'est plus possible aujourd'hui, et qu'il faut que nous pensions la Terre et le monde ensemble. Et je crois que ça va être un des fils conducteurs essentiels de la conférence de ce soir, c'est de vous montrer combien les enjeux et combien les questions que je vais décrire nous imposent de penser ensemble la Terre et le monde. Pour autant, l'Anthropocène peut être un concept un peu trompeur aussi. Et peut nous donner l'impression que tous les hommes et toutes les femmes
sont également responsables des changements, des transformations que nous infligeons à la planète. La réalité, c'est que plutôt que d'un anthropocène, on ferait mieux de parler d'un oliganthropocène, c'est-à-dire l'âge de quelques hommes, et sans doute d'encore moins de femmes, qui ont infligé des transformations considérables à la planète. Et la réalité, c'est que la plupart de ceux et celles qui composent l'humanité ne sont pas acteurs de ces transformations, mais sont bien victimes de ces transformations. Et c'est d'eux que nous allons parler aujourd'hui. Avant d'entrer dans le vif du sujet, et pendant que je bois un verre d'eau, je voudrais que vous passiez quelques instants à regarder cette publicité. C'est une publicité qui est parue dans un grand magazine américain, le magazine Life, en 1962. C'est une publicité pour une compagnie pétrolière qui s'appelle Humble et qui dit ceci. Chaque jour, Humble fournit suffisamment d'énergie pour faire fondre 7 millions de tonnes de glaciers. Enfin, une publicité non mensongère. C'est une des rares. La publicité, elle est révélatrice d'une époque en réalité. Où est-ce que je vais mettre ça? Tiens. Je vais la mettre là. C'est une publicité qui est révélatrice d'une époque. 1962, c'est le début des Golden Sixties, c'est-à-dire une décennie marquée par une forme d'illusion de croissance infinie, de croissance économique et de croissance démographique infinie. C'est une décennie profondément marquée par les chansons des Beatles, où l'on pensait que ça durerait tout le temps comme ça, qu'on allait pouvoir continuer à croître démographiquement et économiquement indéfiniment. Et puis les Beatles se sont séparés. Aujourd'hui encore, on croit volontiers qu'ils se sont séparés à cause de Yoko Ono, mais la réalité, c'est qu'ils se sont séparés à cause du choc pétrolier de 1973. Parce que sérieusement, vous ne pouvez plus continuer à chanter Love Me Do quand vous vous rendez compte des conséquences de ce que ce style de vie a eu aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je vous montre cette photo, cette publicité de 1962? Parce qu'elle date d'il y a une cinquantaine d'années. Et le résultat de ce mode de vie, on le voit aujourd'hui. En 1962, on était conscient du changement climatique. Ce n'est pas comme si ça avait été un problème inconnu ou découvert récemment. Simplement, on pensait que c'était un problème relativement inoffensif. Après tout, qui allait se plaindre de quelques degrés de plus? Et le problème, on le voit aujourd'hui. On voit qu'aujourd'hui, année après année, nous battons des records de température. On voit qu'aujourd'hui, nous faisons l'expérience directement du changement climatique lié à ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc 2014 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur Terre. C'est-à-dire depuis qu'on a inventé le thermomètre, jamais il n'avait fait aussi chaud sur Terre. Puis le record a été battu en 2015. Et vous allez rire, mais le record a encore été battu en 2016. Bon, évidemment, c'est un peu l'inconvénient de faire des conférences en fin d'année, c'est que vous ne pouvez pas annoncer de façon sûre et définitive que 2016 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Mais vraisemblablement, selon tous les indicateurs, ce sera l'année la plus chaude jamais enregistrée. Et si vous m'aviez invité à faire la conférence en 2017, je pense que j'aurais pu rajouter une dia supplémentaire pour dire que 2017 aurait été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Pourquoi est-ce que ça se produit maintenant? Parce qu'on est environ 50 ans après la publicité 1962. Et quelque chose qui est très méconnu et très difficile à appréhender, c'est le fait qu'il s'écoule environ un laps de temps de 50 ans
l'espace de 2 générations entre les émissions de gaz à effet de serre que nous émettons et les impacts du changement climatique. En d'autres termes, le système climatique met environ 50 ans, 2 générations à réagir aux émissions de gaz à effet de serre que nous produisons. C'est pour cela que ces records de température sont le résultat des émissions produites par nos grands-parents il y a 2 générations. Et c'est pour cela que la génération qui sera la plus touchée par les effets du changement climatique, c'est la génération de nos petits-enfants, puisque nos émissions de gaz à effet de serre n'ont pas cessé de croître jusqu'ici. Et donc il y a une très profonde injustice générationnelle qui est au cœur du changement climatique et qui constitue évidemment une difficulté essentielle dans notre appréhension du problème. C'est évidemment très décourageant de devoir faire des efforts pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre quand on sait que ces efforts ne produiront leurs effets que dans 50 ans. En d'autres termes, que nous n'aurons pas nous-mêmes la possibilité de faire l'expérience du résultat de nos efforts. Et puis encore, parce que nous allons être amenés à réduire de plus en plus nos émissions de gaz à effet de serre, que cela va demander une série d'efforts, que cela va impliquer une série de coûts, mais qu'à côté de cela, nous allons voir le climat se détériorer encore et encore pour les 50 prochaines années. Ce n'est pas très motivant. Ce n'est pas très motivant pour nous en tant que citoyens, ce n'est pas non plus très motivant pour les politiques, évidemment. La plupart des pays qui doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre sont des pays industrialisés, c'est-à-dire pour beaucoup des démocraties, c'est-à-dire des régimes politiques dans lesquels le mandat politique est relativement court, 4, 5 ou 6 ans, 8 ou 10 si vous êtes réélu. En d'autres termes, même si vous voulez entreprendre une action radicale pour lutter contre le changement climatique, vous ne pouvez pas espérer pouvoir présenter un bilan de cela à vos électeurs à la prochaine élection. Et c'est aussi pour cela que le changement climatique pose, d'une certaine manière, un défi à la démocratie, un défi à notre capacité à agir pour le temps long, au-delà de notre propre expérience personnelle et a fortiori au-delà de la durée d'un mandat politique. La conséquence immédiate de cette hausse des températures, c'est évidemment le dérèglement du climat. Et en premier lieu, la hausse du niveau des mers, liée en grande partie à la fonte des glaces. Vous avez peut-être déjà vu ce graphique. Regardez-le bien. Il date d'hier, vous voyez, 14 décembre 2016. C'est un graphique qui montre la quantité totale de glace dans l'Arctique et dans l'Antarctique. Alors vous voyez que selon les saisons, il y a plus ou moins de glace au pôle Nord et au pôle Sud, et que chaque année est représentée par une courbe de couleur. L'année 2016 est représentée par la courbe rouge en bas. Alors vous n'avez pas besoin d'un doctorat en océanographie pour réaliser qu'en 2016, il y a, comme qui dirait, un petit décrochage, voire même une grosse anomalie. Alors on verra bien l'année prochaine s'il s'agit juste d'une anomalie passagère ou si c'est une tendance de long terme qui est enclenchée, mais entre-temps c'est évidemment très inquiétant. Le graphe date d'hier, mais je peux vous garantir que ça n'est pas remonté subitement aujourd'hui. Et bien entendu, ces dérèglements du changement climatique amènent de plus en plus des populations à migrer parce qu'elles perdent leur habitat. La photo que vous voyez a été prise aux Maldives en octobre 2009 et le gouvernement des Maldives avait organisé ce mois-là un conseil des ministres sous-marins
précisément pour souligner le risque que la hausse du niveau des mers consécutive au changement climatique faisait courir à l'existence même de cet archipel. Et aujourd'hui, le changement climatique et les dégradations de l'environnement qu'il produit sont devenus une des causes majeures de migration et de déplacement de population à travers le monde. Et nous allons voir maintenant comment ces migrations et ces déplacements se déroulent, quelles sont les régions du monde qui sont touchées, quelles sont les populations qui sont affectées, dans quelles conditions les populations se déplacent et où elles vont. C'est un phénomène en réalité, je ne veux pas dire qu'on a toujours connu, mais qui n'est pas uniquement lié au changement climatique. Sur la gravure que vous voyez à l'écran, vous voyez les ruines de la ville de Lisbonne après le terrible tremblement de terre qui l'a complètement détruite en 1755. Et vous voyez à l'avant-plan déjà un camp de réfugiés. La totalité de la population lisboète avait dû être évacuée et il a fallu plusieurs mois avant qu'on ne reconstruise la ville de Lisbonne. Et nous avons toute une série de documents historiques qui montrent comment l'évacuation avait été conduite, comment le retour de la population s'était organisé. On connaît notamment la fameuse correspondance entre Voltaire et Rousseau à ce sujet. Et donc, de tout temps, les dégradations de l'environnement ont poussé des populations à se déplacer, ont généré d'importants mouvements de population. De façon plus proche de nous, Les raisins de la colère de Steinbeck racontent l'histoire de la famille Joad, c'est-à-dire une famille de paysans de l'Oklahoma qui, dans les années 30, à cause d'une grande sécheresse qu'on a appelée le Dust Bowl, le bol de poussière, avaient dû abandonner ces terres et migrer vers la Californie. Et ils avaient été des dizaines de milliers, comme les Joad, à quitter le Texas, l'Oklahoma ou l'Arkansas pour migrer vers la Californie parce que la sécheresse leur avait fait perdre leurs terres. Jusqu'à l'ouragan Katrina, ce mouvement de population était le plus grand mouvement de population jamais enregistré dans l'histoire des États-Unis. Et c'est donc une migration qui avait joué un rôle essentiel dans la formation de la nation américaine. C'est grâce à elle que la Californie est aujourd'hui devenue l'État le plus peuplé et le plus riche des États-Unis. Et pourtant, c'est un facteur de migration qu'on avait complètement oublié. On a considéré que les gens se déplaçaient soit pour des raisons politiques, à cause de guerres ou de persécutions, soit pour des raisons économiques. Et nous avons organisé l'ensemble de nos politiques migratoires, l'ensemble du droit des réfugiés et des migrations, autour d'une dichotomie qui en réalité n'a aucune raison d'être. On voit avec les migrations environnementales, et je reviendrai tout à l'heure, qu'aujourd'hui, dans les faits, cette dichotomie essentielle entre les réfugiés politiques et les migrants économiques, comme on dit aujourd'hui, n'a en réalité guère de raison d'être. Et donc, c'est à la faveur du changement climatique, en quelque sorte, que l'on a redécouvert l'environnement comme facteur de migration. Et l'on sait aujourd'hui que c'est devenu un facteur majeur, sinon le facteur majeur, de migration et de déplacement à travers le monde. Si l'on ne prend que les seules catastrophes naturelles, c'est-à-dire les dérèglements brutaux et violents de l'environnement, eh bien ces catastrophes naturelles provoquent chaque année le départ de 26 millions de personnes. C'est-à-dire une personne à chaque seconde où nous parlons. Je vous ai montré les statistiques pour les quelques dernières années. Là encore, c'est l'inconvénient de faire des conférences en fin d'année, c'est qu'on n'a pas encore les chiffres de 2016, mais vraisemblablement, on peut s'attendre à un chiffre de la même magnitude. Aujourd'hui, les catastrophes naturelles sont devenues le principal facteur de déplacement forcé de population. Malgré la guerre en Syrie, malgré les guerres qui continuent en Afghanistan ou en Irak, malgré les régimes dictatoriaux et sanguinaires en Érythrée ou en Somalie, les catastrophes naturelles déplacent encore chaque année davantage de personnes.
Et donc nous sommes à un moment particulier où jamais il n'y a eu autant de personnes déplacées par des guerres et par des persécutions. Environ 65 millions de personnes déplacées aujourd'hui en raison de guerres et de persécutions, ni jamais autant de personnes déplacées par des catastrophes naturelles, 26 millions de personnes en moyenne chaque année. Et pourtant, nous connaissons peu, comme Robert Naes le disait dans son introduction, nous connaissons peu ces migrations, et parce que nous le connaissons peu, nous en avons des perceptions qui sont en réalité très éloignées de la réalité. Et je vais essayer de montrer ce soir à quel point nos perceptions de ces migrations environnementales sont en réalité profondément éloignées de la réalité de ces migrations. Je vous montre juste un exemple de ces perceptions un peu tordues de la réalité. En 2011, le musée de la ville de Londres a organisé une grande exposition qui s'appelle London Futures. Et le but de cette exposition était de montrer aux visiteurs à quoi pourrait ressembler leur ville dans 50 ou 60 ans sous l'effet du changement climatique. Et donc l'exposition montrait une série de cartes postales du futur qui étaient en réalité des photos trafiquées avec Photoshop. Et l'une d'entre elles montrait ainsi Buckingham Palace entouré d'un gigantesque camp de réfugiés. Une autre montrait Trafalgar Square, qui était devenu un bidonville peuplé de migrants du Bangladesh. Et donc, la perception de ces migrations climatiques que nous avons souvent, c'est la perception de millions de gens qui seraient déplacés par les dégradations de l'environnement et qui viendraient demain frapper aux portes de l'Europe. En réalité, comme on va le voir, les migrations liées à l'environnement sont généralement des migrations de faible distance. Et la migration internationale est l'exception bien davantage que la règle. Et c'est parce que l'exposition était évidemment bien intentionnée. Mais l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et si ces photos n'avaient pas été présentées dans le cadre d'une exposition sur le changement climatique, on aurait tout aussi bien pu imaginer qu'elles sortent directement de la propagande de l'extrême droite et d'un dépliant du British National Party. Et donc très souvent, lorsqu'on va parler des migrations climatiques, on va parfois utiliser ces migrations comme un instrument pour convaincre les États, les gouvernements et les individus, les citoyens, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Le message, cela va souvent être, vous avez intérêt à réduire vos émissions de gaz à effet de serre, car si vous ne le faites pas, vous serez demain envahis de migrants et de réfugiés. Et très souvent, il va y avoir des ressorts profondément xénophobes qui vont motiver l'instrumentalisation de la figure du réfugié climatique afin de poursuivre un agenda climatique, par ailleurs éminemment légitime. Mais je crois que cette perception et cette fausse perception des migrations induit un grand nombre de dangers quant à la manière dont seront traités demain ces migrants. Quelles sont les causes qui provoquent ces migrations? Il y a en réalité trois grands impacts du changement climatique que l'on peut considérer, trois grandes familles d'impacts qui chacune vont créer des déplacements de population. La première famille, c'est celle des événements climatiques extrêmes, en d'autres termes des catastrophes naturelles liées au changement climatique. Des inondations, des sécheresses, des ouragans. On sait que la fréquence et l'intensité de ces phénomènes sera accentuée sous l'effet du changement climatique. Et on sait aussi que c'est l'Asie du Sud et du Sud-Est, c'est-à-dire la région la plus peuplée du monde, qui est la plus exposée à ces effets. Mais contrairement à ce qu'on imagine, les catastrophes naturelles ne vont pas uniquement provoquer des évacuations temporaires qui permettraient aux gens de revenir par la suite. Les catastrophes naturelles vont aussi provoquer des déplacements de population permanents. À la Nouvelle-Orléans, par exemple, après l'ouragan Katrina, un tiers de la population n'est jamais revenu en ville
Et vraisemblablement, aujourd'hui, plus de 10 ans après la catastrophe, il est peu vraisemblable que ce tiers revienne jamais. Autre famille d'impact du changement climatique, celle qui concerne la baisse des précipitations et donc la dégradation des sols. C'est un type d'impact qui provoque déjà un exode rural tout à fait important, notamment en Afrique. En Afrique, la moitié de la population environ dépend directement de l'agriculture pour sa subsistance. Ce qui veut dire que toute variation de la température ou de la pluviométrie va avoir des conséquences immédiates sur les moyens de subsistance des gens. Et beaucoup, déjà, sont obligés d'abandonner leur campagne pour essayer de trouver un emploi en ville. Et aujourd'hui, la capacité des mégapoles africaines à absorber cet afflux de migrants des campagnes, cet exode rural, se trouve dépassée. Ce qui fait qu'un grand nombre vont par la suite continuer leur voyage et essayer de trouver une vie meilleure en Europe. Et que c'est comme cela que une partie de ceux que nous appelons migrants économiques et qui frappent aux portes de l'Europe sont aussi des migrants environnementaux. Simplement parce que l'environnement et l'économie, pour ces populations, ça veut dire exactement la même chose. Et que toute modification de l'environnement a un impact direct sur leurs moyens de subsistance. Et puis il y a bien entendu la hausse du niveau des mers, qui est l'impact du changement climatique auquel on pense le plus immédiatement dès lors qu'on évoque la manière dont les populations seront touchées. Cette hausse du niveau des mers, elle est due à deux facteurs. D'une part, la fonte des calottes polaires et des glaciers de montagne, en d'autres termes, la fonte de la glace qui se trouvait sur Terre et qui, en fondant, se déverse dans la mer et rajoute donc des quantités d'eau à l'océan. Je fais ici une petite parenthèse pour attirer votre attention sur le fait que lorsqu'un iceberg fond, ça ne provoque pas de hausse du niveau de la mer. Je sais que c'est une image sempiternellement employée par les médias pour illustrer le changement climatique, mais lorsqu'un iceberg fond, c'est comme si un glaçon fondait dans un verre d'eau, ça ne provoque pas de hausse du niveau de la mer. J'en profite pour ouvrir une parenthèse dans la parenthèse, pour vous signaler au passage qu'iceberg, en réalité, se prononce non pas iceberg, mais iceberg. C'est un mot qui vient de l'islandais et pas de l'anglais. Le problème, c'est que tout le monde prononce iceberg maintenant, et que donc quand vous prononcez iceberg, vous avez l'air d'un idiot, et tout le monde pense que c'est vous qui faites la faute. En réalité, c'est l'inverse. Je ferme donc cette parenthèse, et je ferme aussi l'autre parenthèse. L'autre phénomène qui provoque la hausse du niveau des mers, c'est l'expansion thermique des océans. En d'autres termes, lorsque l'eau des océans devient plus chaude, elle occupe plus d'espace. Et ces deux phénomènes cumulés vont provoquer une hausse du niveau des océans. À quoi peut-on s'attendre? C'est difficile à dire. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que cette hausse sera d'environ 1 mètre d'ici la fin du siècle, mais certaines études récentes laissent entendre que cette hausse pourrait en réalité aller jusqu'à 2 mètres, parce que l'on n'a pas suffisamment pris en compte l'effet sur les courants marins notamment. Ce qui veut dire que plusieurs régions du monde seront inondées déjà. Ce qui veut dire que plusieurs petits États insulaires, les Maldives qu'on a vu tout à l'heure, risquent de voir leur existence même menacée par la hausse du niveau des mers. Ce sont des États insulaires qui sont situés à quelques mètres d'élévation à peine. Pour les Maldives, je pense que c'est 3 mètres le point culminant. Pour des pays comme Tuvalu, dans l'océan Pacifique Sud, c'est 2 mètres. Ça ne va pas toucher uniquement les petits États insulaires.
Si je prends par exemple l'hypothèse optimiste aujourd'hui, c'est celle d'1 mètre de hausse du niveau de la mer d'ici la fin du siècle. Ça veut dire qu'un pays comme le Vietnam va perdre 25 000 km². 25 000 km², c'est 10% du territoire du Vietnam. Et comme vous le savez, le Vietnam est configuré comme une longue côte, ce qui veut dire que si le Vietnam veut se protéger, il devra ériger une très longue digue tout au long de sa côte. Ça paraît difficile à imaginer, ça paraît à la fois très coûteux, peut-être pas forcément souhaitable, mais nous avons donc là un pays qui risque de perdre jusqu'à 10% de son territoire s'il ne met pas en place des mesures pour se protéger. Et comme il ne pourra vraisemblablement pas ériger une longue digue sur toute la longueur de sa côte, vraisemblablement le gouvernement vietnamien va devoir choisir entre les zones de son territoire qu'il choisit de protéger et celles qu'il choisit de sacrifier, d'abandonner. En d'autres termes, entre les populations dont il choisit de conserver l'habitat et les populations qu'il va choisir de déplacer. On imagine déjà très bien le caractère éminemment conflictuel de ces choix politiques que devra fournir le gouvernement vietnamien et beaucoup d'autres gouvernements. Et donc les déplacements qui sont induits par la hausse du niveau des mers sont évidemment des déplacements irréversibles et permanents. Notre chance, c'est que nous pouvons les planifier, les organiser, si encore nous en étions capables. Ces différents types d'impact du changement climatique vont chacun provoquer des types de migrations très très différents. Des migrations internationales comme des migrations internes, des migrations de courte durée ou de longue durée, des migrations temporaires et d'autres permanentes. Pourtant, il est possible d'identifier une série de caractéristiques communes à l'ensemble de ces migrations. La première, c'est que nous ne sommes pas du tout dans une situation où il serait possible d'identifier distinctement tel ou tel facteur de migration. En réalité, les facteurs de migration vont se mêler les uns aux autres et vont s'influencer mutuellement. Comme je le disais tout à l'heure, toute variation de la température ou de la pluviométrie en Afrique va avoir un impact direct sur les revenus, sur les moyens de subsistance d'une moitié de la population au moins. On sait, et des études récentes mettent en avant que parmi les origines du conflit syrien, il y a cette sécheresse qui s'est abattue sur le pays entre 2007 et 2011. Et on sait qu'il y a donc de plus en plus une imbrication très forte des facteurs environnementaux, économiques et politiques, et qu'il serait relativement vain d'essayer de vouloir les séparer les uns des autres, et qu'en réalité il est beaucoup plus intelligent d'essayer de comprendre comment ils s'influencent mutuellement. Ces facteurs vont augmenter la contrainte à migrer. C'est-à-dire que de plus en plus de personnes aujourd'hui vont se trouver contraintes, forcées de migrer, et n'auront plus le libre arbitre dans cette décision. On sait aussi que pour l'heure, ce sont des migrations qui ont lieu sur de relativement courtes distances, parfois même sur de très courtes distances. Les gens vont souvent chercher à se relocaliser le plus proche possible de l'endroit qu'ils ont dû quitter. Ça veut dire que ce sont des migrations qui sont souvent complètement absentes des statistiques et qui sont quelque part invisibles pour les politiques. Et puis, la dernière caractéristique, et peut-être la plus importante de toutes, c'est le fait que, contrairement à ce que l'on imagine très souvent, les populations les plus vulnérables sont toujours incapables de migrer. C'est vrai dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés, c'est vrai pour les catastrophes naturelles comme pour les dégradations plus lentes de l'environnement. Systématiquement, face aux dégradations de l'environnement, les plus pauvres, les plus âgés, les plus malades, les moins instruits, les moins connectés, les plus marginalisés, ceux-là sont toujours incapables d'évacuer ou de se mettre à l'abri. On l'a vu de façon très flagrante
lors de l'ouragan Katrina qui a dévasté la côte sud des États-Unis il y a plus de 10 ans. On a fait évacuer la population de la Nouvelle-Orléans avant l'arrivée de l'ouragan. 85% de la population est évacuée en l'espace de 48 heures. Sont restés 15% de la population, c'est-à-dire environ 60 000 habitants. Et vous vous souviendrez des images de télévision, ces 60 000 personnes étaient presque toutes noires et pauvres. Et à la Nouvelle-Orléans, ça veut souvent dire la même chose. Et si elles n'avaient pas évacué, c'est souvent parce qu'elles étaient trop âgées et qu'elles considéraient que l'évacuation était un risque qu'elles ne pouvaient plus se permettre. Parce qu'elles n'avaient pas de voiture et on n'avait pas prévu d'évacuation collective par train ou par bus. Parce qu'elles ne savaient pas où aller, qu'elles n'avaient pas reçu l'information sur les refuges qui pouvaient les abriter. Ou pour ceux qui ne s'y étaient pas pris à temps, tout simplement parce que c'était trop cher d'évacuer. Au moment de l'évacuation, les prix des hôtels alentours avaient grimpé en flèche et il était devenu impossible, une fois les refuges pleins, de trouver encore une chambre d'hôtel pour moins de 200 $ la nuit. Et si vous étiez une famille de 2 adultes et 2 enfants, que vous deviez évacuer pendant 3 jours et 3 nuits, eh bien multipliez 2 chambres, multipliez par 3 nuits, multipliez par 200 $ la chambre, ajoutez quelques centaines de dollars pour l'essence et les vivres, et vous aviez facilement un coût total de l'évacuation de 1 500 $. C'est-à-dire pour des familles pauvres, l'équivalent de 2 mois d'allocation sociale. Et donc beaucoup n'ont pas évacué, et 2000 ont péri, simplement parce qu'ils ont considéré que c'était trop cher, et qu'ils n'avaient pas les moyens d'évacuer, qu'ils ne pouvaient pas se permettre de dépenser en un week-end l'équivalent de 2 mois d'allocation sociale pour une catastrophe dont la survenance n'était pas assurée. On constate le fait que les plus vulnérables soient incapables de migrer, on le constate dans tous les pays du monde, à la fois pour les dégradations lentes de l'environnement, mais aussi pour les catastrophes naturelles. Ce qui veut dire que parfois la priorité pour traiter des migrations climatiques, ce sera non pas d'éviter les migrations, mais de permettre aux gens de migrer, de leur permettre de se relocaliser. Et notre perception de ces migrations, en tout cas les réponses politiques aujourd'hui à ces migrations, s'organisent essentiellement autour de 2 discours. Un premier discours, c'est celui qui veut donner une image positive de ces migrations, qui veut en faire une stratégie d'adaptation aux impacts du changement climatique. On observe que les gens ne migrent pas forcément parce qu'ils ont échoué à s'adapter aux dégradations de l'environnement, mais parfois ils vont migrer spécifiquement pour s'adapter. Ils vont déployer leur migration comme une stratégie qui va les aider à s'adapter. Ce qui veut dire qu'on a déployé dans la négociation internationale sur le climat toute une série de politiques aujourd'hui qui visent à faciliter la migration des individus. Mais à côté de ce discours, il y en a un autre très prégnant et qui fait des migrants climatiques les canaris dans la mine du réchauffement global. Vous savez que lorsqu'il y avait encore des mines dans la région de Liège, les mineurs, lorsqu'ils descendaient au fond, emportaient avec eux des canaris, des oiseaux très sensibles aux odeurs, et que dès lors que le canari commençait à siffler et à s'agiter parce qu'il sentait l'odeur du grisou, les mineurs savaient qu'ils devaient en vitesse remonter et s'extraire de la mine. Et quelque part, nous voyons aujourd'hui les habitants des petits États insulaires, ces premiers réfugiés climatiques, nous les voyons un peu comme les canaris dans notre mine à nous, comme le signe avant-coureur de ce qui va nous arriver demain. Et le problème, c'est que cette conception que nous avons, cette projection de leur vulnérabilité que nous faisons, correspond très rarement à la réalité empirique vécue par les îliens. Parce que nous considérons les îles comme des laboratoires.
Et nous avons toujours considéré les îles comme des sortes de laboratoires où nous allions pouvoir observer toute une série de phénomènes pour mieux comprendre au fond ce qui allait nous arriver à nous. C'est comme ça que se sont développés toute une série de travaux historiques en anthropologie notamment. Cet ouvrage très classique de Margaret Mead est un ouvrage qui observe la sexualité des adolescents à Samoa, c'est-à-dire un archipel du Pacifique Sud. Et l'idée de l'anthropologue, et c'est un texte classique en anthropologie, c'est d'observer la sexualité intacte et non pervertie de ces adolescents de Samoa pour mieux comprendre notre propre sexualité dans des sociétés que nous imaginions plus complexes. Et notre culture populaire est aussi imprégnée de cette idée des îles perçues comme des laboratoires. Des îles comme des laboratoires où l'homme serait livré à son environnement, où l'homme serait seul face à lui-même et face à la nature. C'est le cas dans l'île mystérieuse de Jules Verne. C'est le cas aujourd'hui dans des émissions de télévision comme Koh-Lanta. Au fond, ce qui intéresse dans Koh-Lanta, c'est de placer une vingtaine d'hommes et de femmes sur une île et d'observer les interactions sociales. Qui va prendre le pouvoir, qui va être jaloux de qui, etc., etc. Nous considérons ces îles comme des laboratoires, finalement, pour observer certains phénomènes. Et nous faisons exactement pareil avec le changement climatique. Et quand nous le faisons, nous sommes très imprégnés de la mythologie de Robinson Crusoe. Nous voyons les habitants des petites îles comme des Robinsons livrés eux-mêmes sur leurs îles perdues à la merci des aléas de l'environnement. Le problème, c'est que les habitants ne se considèrent pas du tout comme des Robinson Crusoe. Mais nous avons toujours cette persistance, y compris dans la culture populaire contemporaine, à voir ceux qui sont sur une île comme des gens perdus sur la terre, comme des gens habitant au recoin ultime de la terre. Et donc le paradoxe de cela, c'est que ces petits États insulaires ne nous intéressent que dans la perspective de leur disparition. Personne n'avait jamais entendu parler de Tuvalu, de Kiribati ou des îles Cook avant qu'on annonce que ces États allaient disparaître. Et de la même manière que dans les mines de charbon, on ne sauvait jamais les Canaries, quelque part, dans le changement climatique, avec ces migrations dans les petites îles, ce qui nous intéresse, au fond, ce n'est pas ce qui arrive aux habitants de ces petites îles, c'est ce qui va nous arriver à nous. Et dans la manière dont nous allons regarder les migrations, c'est vrai pour les migrations climatiques, mais c'est vrai aussi pour les autres, nous allons finalement regarder non pas les migrants pour eux-mêmes, mais nous allons les regarder par rapport à nous-mêmes. Un Belge qui va partir s'installer à l'étranger sera un expatrié. Un étranger qui viendra s'installer en Belgique sera un immigré. In et ex, nous les voyons par rapport à nous-mêmes. Et donc à Copenhague, lors de la grande négociation sur le climat en 2009, il y avait un globe géant au centre du hall de conférence sur lequel un défaut d'impression avait fait que les petites îles n'apparaissaient déjà plus. Il avait fallu les rajouter à la main, quelque part comme si elles avaient déjà disparu. Il y a encore beaucoup de choses que l'on ne sait pas. La première chose que l'on ne sait pas, c'est combien de personnes sont déplacées aujourd'hui et combien de personnes seront déplacées demain par les impacts du changement climatique. Ça va dépendre d'énormément de facteurs. Aujourd'hui, le seul chiffre qu'on peut donner, c'est le nombre de personnes déplacées par les catastrophes naturelles. Mais pour ce qui est des autres phénomènes, pour ce qui est du futur, c'est un grand point d'interrogation. On ne sait pas non plus, et c'est peut-être la grande incertitude, on ne sait pas non plus jusqu'à quel point nous parviendrons à limiter la hausse de température.
Vous savez qu'à Paris, l'an dernier, lors de la COP21, on s'est mis d'accord sur un objectif de 2 degrés de hausse maximale de la température d'ici 2100, parce qu'on considérait que c'était le seuil d'élévation de la température qui correspondait à des impacts du changement climatique que l'on pouvait tolérer, qui semblaient acceptables. Le problème, c'est qu'on sait aussi que nos chances de réussir à limiter la température à 2 degrés aujourd'hui sont très minces. On sait que nos émissions de gaz à effet de serre continuent à progresser année après année. Et aujourd'hui, une majorité des scientifiques sont d'avis que le scénario le plus probable, ce n'est pas un scénario de 2 degrés d'élévation de la température, mais un scénario de 4 degrés. Alors vous allez me dire 2 degrés, 4 degrés, est-ce que ça fait vraiment une grosse différence? Ça fait une énorme différence. Ça fait une énorme différence parce que 2 degrés comme 4 degrés, ce sont des moyennes. Et que comme toute moyenne, elles cachent des différences parfois considérables. 2 degrés en moyenne, par exemple, ça veut dire plus 5 degrés en Espagne en été. Et évidemment, les écarts à 4 degrés sont encore bien davantage magnifiés. Et le passage de 2 degrés à 4 degrés fait basculer le curseur sur 2 dimensions au moins. La première dimension, c'est la dimension de l'habitabilité du monde. Aujourd'hui, nous habitons à peu près partout sur la surface de la planète, y compris dans les lieux qui, a priori, semblaient les plus inhospitaliers. Ça veut dire que la nature a disparu. La nature n'existe plus qu'au milieu de l'Amazonie, en Antarctique ou au milieu d'Australie, mais partout ailleurs, la nature est devenue environnement, c'est-à-dire une nature balisée, cartographiée, domestiquée, colonisée. Je sais que c'est un mot qu'on utilise encore dans le langage courant. On dit « Oh, dimanche, on va aller faire une balade dans la nature ». Mais en réalité, vous n'allez pas du tout aller vous balader dans la nature. Vous allez aller vous balader dans l'environnement et vous allez vous arrêter à une table de pique-nique et laisser les enfants jouer sur la plaine de jeu. Si nous repassons à 4 degrés, cela veut dire qu'il ne sera plus possible d'habiter partout. Et que littéralement, certaines régions du monde vont devenir inhabitables. Parce qu'il va y avoir certaines régions qui vont connaître des hausses de température de l'ordre de plus 6, plus 7, plus 8, voire même plus 9 degrés. En d'autres termes, il ne sera plus possible d'habiter partout dans le monde. Cet été, à Phoenix, en Arizona, la température a atteint 47 degrés Celsius plusieurs jours d'affilée. C'est un seuil d'élévation de la température au-delà duquel certaines fonctions vitales du corps humain ne sont plus assurées. Ça veut dire qu'il va falloir repenser une certaine forme de redistribution de la population à l'échelle mondiale. Qu'il va falloir définir ensemble les zones du monde où l'habitat est encore possible, et donc il va falloir relocaliser des populations entières. Heureusement, nous pouvons quand même compter sur l'expérience européenne pour faire cela. Depuis 2 ans maintenant, l'Europe a été confrontée à un afflux de réfugiés en provenance notamment de Syrie, d'Irak, d'Afghanistan ou d'Érythrée, que l'Europe a ainsi accueilli en bon ordre et dans le calme un peu plus d'1 million de personnes sur les 2 dernières années, qu'on a organisé des ponts aériens à grande échelle pour répartir ces réfugiés de façon équitable sur l'ensemble du continent, et que cet accueil s'est fait en bon ordre sans provoquer la moindre tension politique, ni la moindre difficulté. Il y a eu ça et là quelques légères manifestations de racisme et de xénophobie, très rapidement circonscrites, mais globalement, je dirais que les hommes politiques européens se sont montrés à la hauteur du défi humanitaire et que l'Europe a pu fournir une réponse
digne de son projet politique, digne de ses ambitions, digne de ses valeurs pour répondre à cette crise humanitaire. Et donc cette expérience européenne dans la relocalisation d'un peu plus d'1 million de personnes qui fouillaient des situations désespérées, je crois, doit nous remplir de confiance et d'optimisme quant à notre capacité globale à discuter demain de la relocalisation de plusieurs dizaines de millions de personnes à l'échelle mondiale. L'autre seuil de basculement, l'autre curseur qui basculerait dans une autre dimension, c'est le curseur de ce qu'on appelle les tipping points, c'est-à-dire les points de bascule ou les seuils de rupture. C'est-à-dire ce moment où le climat bascule dans un état brutal et irréversible. Ah, vous avez un verre. Merci, c'est gentil. Lorsque un seuil de rupture est atteint, ça veut dire que d'un coup, le climat va basculer dans un état irréversible. Et si on a choisi 2 degrés, ce n'était pas juste, parce qu'à 2 degrés, les impacts du changement climatique semblaient encore acceptables. C'est aussi parce qu'en deçà de 2 degrés, les scientifiques étaient relativement optimistes quant au fait que ces seuils de rupture ne seraient pas atteints. Mais ils prévenaient aussi que si l'on dépassait les 2 degrés, il était possible que le climat s'emballe, que ces seuils de rupture soient atteints. Et aujourd'hui, le seuil de rupture qui inquiète beaucoup les climatologues, c'est la possibilité que la calotte polaire arctique, c'est-à-dire les glaces du Groenland, fondent complètement. Vous vous souvenez du graphe au début de la présentation, j'ai montré ce décrochage pour l'année 2016. Si cette tendance se confirmait et était enclenchée, et si la calotte polaire arctique fondait complètement, là, les glaciologues, les océanographes estiment que la hausse du niveau des mers serait d'environ 6 mètres. Ça veut dire que l'Europe ressemblerait à ça. À Liège, tout va bien. Mais Bruxelles deviendrait une sympathique station balnéaire. Le Danemark et les Pays-Bas seraient sous eau. Venise se visiterait dans des petits sous-marins. Et la guerre en Crimée trouverait une solution immédiate. On sait bien que ça ne se produira pas. Parce que les gouvernements européens, aujourd'hui, prennent déjà toute une série de mesures pour protéger leurs côtes. Le gouvernement néerlandais investit chaque année des milliards d'euros dans le renforcement du plan Delta, son plan anti-inondation. Vous aurez peut-être vu que le gouvernement flamand venait de commander une grande étude de 8 millions d'euros visant à créer une île artificielle au large de la côte belge, qui jouerait le rôle de brise-lame pour protéger la panne et Ostende. Et vous savez que la municipalité de Venise investit aujourd'hui massivement pour sauver Venise des eaux. Le problème, évidemment, ce n'est pas ce qui se passerait en Europe, mais ce qui se passerait ici, en Asie du Sud et du Sud-Est. Regardez cette carte. C'est sur cette carte qu'habite la majorité de la population mondiale. Il y a plus de gens qui habitent sur cette carte que partout ailleurs dans le monde. Et vous avez des pays entiers qui disparaîtraient sous eau. C'est le cas du Bangladesh, par exemple. 165 millions d'habitants et une moitié du territoire qui est situé sous le niveau de la mer, ça ne pardonne pas. Voyez aussi ce qui arriverait à des pays très densément peuplés, l'Indonésie, les Philippines, ou la zone comprise entre Pékin et Shanghai. La question qui se poserait pour les gouvernements asiatiques, c'est comment protéger le territoire? Ou plus exactement, quel territoire est-ce qu'on va décider de protéger et quel territoire est-ce qu'on va sacrifier? En d'autres termes, comment est-ce qu'on va laisser la carte du monde être transformée par le changement climatique? Quelle sera la nouvelle géographie, littéralement, que va dessiner la hausse du niveau des mers? Bon. Je ne veux pas non plus vous plomber la soirée.
Et donc je vous propose d'examiner maintenant ce qu'on peut faire. En d'autres termes, quelles sont les réponses politiques que l'on a imaginées et que l'on met en œuvre aujourd'hui pour répondre à ces défis. Le problème, c'est que on ne fait pas grand-chose. Et je pense qu'il faut que nous puissions nous interroger sur pourquoi il est si difficile d'agir pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Et je crois que ça tient essentiellement à 3 grandes raisons. La première raison, c'est qu'il n'existe aucun lien de cause à effet entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises par un pays particulier et les impacts du changement climatique qui seront subis par ce pays particulier. Les pays du monde qui seront les plus touchés par les impacts du changement climatique, ce sont avant tout les pays situés proches de l'équateur, c'est-à-dire des pays en développement, dont la responsabilité dans le changement climatique est infinitésimale. Ce qui veut dire que ceux qui doivent agir, ce ne sont pas les premiers touchés. Et de la même manière, il n'existe aucun lien direct entre les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par une génération et les impacts du changement climatique qui seront subis par cette génération, à cause de ce décalage de 50 ans dont je vous ai parlé en début d'exposé. C'est là que la question du changement climatique devient une question morale. Parce qu'en réalité, nous ne devons pas agir pour nous-mêmes, mais nous devons agir pour les autres. Et la lutte contre le changement climatique, par nature, doit donc être altruiste. Nous devons agir non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres. On est nuls pour ça. L'enjeu moral du changement climatique, il repose dans la question de notre capacité à agir non pas pour nous-mêmes, mais pour des gens qui sont situés au-delà de nos frontières. Que ces frontières soient géographiques, dans des pays où nous ne mettrons sans doute jamais les pieds, ou générationnelles, pour des gens qui ne sont pas encore nés. Et c'est quelque chose, non seulement pour lequel on est assez mauvais en altruisme, mais c'est quelque chose qui reste assez mal compris par la population. On a souvent tendance à imaginer que nos actions ont des conséquences que nous pouvons percevoir directement. Et le problème ici, c'est que nous ne pouvons pas faire l'expérience directe, faire l'expérience humaine des conséquences de nos actions. Et c'est pour cela aussi qu'il est si difficile d'agir. Nous avons toujours tendance à imaginer que nous pouvons voir directement, faire l'expérience immédiate du résultat de nos actions, et avec le changement climatique, nous ne le pouvons pas. Je vous raconte juste une anecdote qui illustre cela. Il y a quelques années, j'étais un jour invité à la radio, sur la radio RTL à Paris, pour une émission qui s'appelle « Les auditeurs ont la parole ». Et le principe de l'émission, c'est qu'il y a un expert dans le studio, un thème choisi, et les gens peuvent appeler le studio et poser des questions au type qui est dans le studio. Et donc il m'appelle le matin en disant « Professeur, on a décidé de faire notre émission de ce midi sur le climat. Est-ce que vous seriez d'accord de venir en studio répondre aux questions des auditeurs ?» Et j'imagine naïvement qu'ils ont choisi le thème de l'émission parce qu'on était en pleine séance de négociations sur le climat aux Nations Unies. En réalité, ils avaient choisi le thème du climat parce que ce jour-là, il faisait très froid. Et je ne m'étais pas du tout rendu compte de ça. Alors je sais, ça peut paraître un peu paradoxal pour un type qui travaille sur le climat de faire aussi peu attention au temps qu'il fait. Et mes parents qui sont dans la salle me reprochent sempiternellement d'être trop légèrement vêtu pour la saison. Maman, tu as bien eu mon SMS au fait. Je ne viens pas dîner à la maison ce soir parce que les organisateurs m'emmènent au restaurant après. C'est bien organisé quand même, hein ?
Et donc, j'arrive dans le studio, et les gens commencent à poser des questions, pas du tout sur le climat, mais sur la météo. C'est-à-dire sur la manifestation immédiate du climat. Et donc, on entend un peu cette sempiternelle ritournelle. Ah là là, on nous dit que la température se réchauffe, mais ce matin à Besançon, il fait moins 20. Mais ce matin à Ajaccio, j'ai 10 cm de neige sur mon toit. Et aujourd'hui, à Poitiers, je ne parviens pas à faire démarrer ma voiture. Et donc je rame un peu pendant la première partie de l'émission à expliquer la différence entre météo et climat, à expliquer que le climat, ce sont des mesures sur des temps très longs, de longues séries temporelles, que la météo, c'est juste la manifestation instantanée du climat et que la météo ne nous dit rien du tout de l'évolution du climat. Et donc, à la pause commerciale, je dis aux animateurs, ça suffit maintenant les questions sur la météo, je ne suis pas monsieur météo, vous devez prendre des questions sur le climat. Et ils me promettent que la prochaine question sera une question sur le climat. Et effectivement, question suivante, le type se présente comme un ingénieur de Bordeaux. D'un ton très docte, vous savez, comme font parfois les ingénieurs quand ils se présentent comme ingénieurs. J'espère qu'il n'y a pas trop d'ingénieurs parmi vous. Et qui dit, je veux remercier professeur Gemène d'avoir bien expliqué la différence entre la météo et le climat. Tous les auditeurs précédents étaient des idiots. Et tout le monde se plaint du temps qu'il fait pour le moment en France. Et moi, je crois au contraire qu'il faut se réjouir de cet épisode de grand froid. C'est la preuve qu'en France, le climat est revenu à la normale. Et je dis, oh là là, qu'est-ce que vous racontez? Le climat est revenu à la normale. Et le type me dit, ben oui, il y a 2 ans, le président Sarkozy a fait le Grenelle de l'environnement, donc une série de mesures de politique de protection de l'environnement. Et aujourd'hui, 2 ans après, on voit que ces mesures portent leurs fruits et que le climat en France est revenu à la normale. Le type, il pensait sincèrement ce qu'il disait. Et donc, même si l'exemple est un peu caricatural, beaucoup de gens restent convaincus qu'il y a un lien direct entre leurs actions et les conséquences de leurs actions. Et il faut absolument dépasser cela. Et c'est la grande difficulté du changement climatique, et c'est aussi son enjeu moral. Et puis, il faut dire qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent que rien ne change. Ou que si les choses changent, elles changent le plus lentement possible. C'est le cas d'énormément d'industries et d'entreprises, c'est le cas d'énormément de gouvernements, c'est le cas d'énormément de citoyens, et je ne parle même pas des climato-sceptiques, simplement parce qu'aujourd'hui, notre économie et les fondements de notre économie sont profondément enracinés dans les énergies fossiles, c'est-à-dire dans le pétrole, dans le gaz et dans le charbon. Et qu'il y a énormément d'intérêts économiques et parfois des intérêts vitaux qui sont accrochés au pétrole, au gaz et au charbon. Et qu'aujourd'hui encore, ce sont ces énergies fossiles qui sont les plus largement financées. Et pourquoi est-ce qu'elles sont les plus largement financées? Parce que ce sont elles qui sont aussi les plus profitables. Ce qui génère le plus d'argent aujourd'hui, c'est le pétrole, le gaz et le charbon. C'est comme ça qu'à l'échelle mondiale, les énergies fossiles reçoivent aujourd'hui 10 fois plus de financement que les énergies renouvelables. Les énergies fossiles reçoivent encore plus de financement que même l'industrie nucléaire, et Dieu sait pourtant que l'industrie nucléaire est très largement subventionnée et subsidiée. Parce que c'est ça qui est le plus profitable. Et nous en profitons tous, souvent sans le savoir. J'imagine que certains d'entre vous sont à la retraite. Votre retraite, je suis désolé de vous le dire, est très largement payée grâce aux intérêts générés par l'argent que vous avez investi dans le pétrole. Et là, vous allez me dire, j'ai jamais investi dans l'argent dans le pétrole. L'entreprise pour laquelle vous travaillez a vraisemblablement cotisé à un fonds de pension. Le fonds de pension, sans doute le plus rémunérateur, qui allait assurer
la meilleure rente possible, et pour que ça soit le plus rémunérateur possible, vraisemblablement, ça a été un investissement dans les énergies fossiles. Et aujourd'hui encore, de très nombreux produits d'épargne, des assurances-vie notamment, ou des plans d'épargne logement que votre banquier vous proposera innocemment, sans doute sans même savoir lui-même ce qu'il y a derrière, eh bien, ce qui permet à ces produits d'épargne d'être aussi rémunérateurs, c'est parce qu'ils vont être investis dans les énergies fossiles. C'est ça qui rapporte le plus aujourd'hui. Et votre banquier va évidemment essayer de vous proposer les placements les plus rémunérateurs possibles. Et vous allez évidemment choisir les placements les plus rémunérateurs possibles. C'est pour ça qu'en réalité, sauf pour ceux d'entre vous qui sont à découvert ce mois-ci, la plus grosse partie de votre empreinte carbone, c'est même pas votre déplacement, ce n'est même pas votre chauffage ou votre habitation, c'est sûrement votre épargne à la banque. Mais on ne s'en rend pas compte du tout. Parce qu'en réalité, énormément de nos émissions de gaz à effet de serre sont contrôlées non pas par nos choix individuels, mais par nos choix collectifs. Nos choix individuels, c'est-à-dire tout ce qu'on nous dit de faire, en gros, pour adapter notre style de vie et pour le rendre plus écologique, ça représente environ 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. 85% sont déterminés par nos choix collectifs. C'est-à-dire des choix que nous faisons aussi, bien entendu, mais des choix que nous faisons ensemble. Et trop souvent, lorsqu'on envisage ce que nous pouvons faire pour réduire notre empreinte carbone, nous l'envisageons en tant que consommateurs plutôt qu'en tant que citoyens. Nous l'envisageons au travers de nos choix de consommation individuels plutôt que de l'envisager au travers de nos choix citoyens, c'est-à-dire de nos choix collectifs. Et c'est cela qui fait, bien entendu, que nous restons souvent très bloqués. L'autre grand blocage qui fait que beaucoup souhaitent le statu quo, c'est évidemment le décalage entre des objectifs de court terme et des objectifs de long terme. Beaucoup d'industries, y compris d'industries fossiles, se rendent bien compte qu'il faudra sortir de l'âge des fossiles et qu'il faudra arriver dans une économie décarbonée. Et que s'ils veulent assurer l'avenir de leur entreprise, il faut qu'ils envisagent cela. Il y a quelques années, par exemple, une grande compagnie pétrolière, BP, British Petroleum, avait décidé d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Ils avaient même changé leur slogan. BP était devenu Beyond Petroleum, au-delà du pétrole. Et le PDG de BP envisageait que si BP voulait rester une compagnie importante et profitable dans 50 ans, BP allait devoir lentement sortir du pétrole et passer au renouvelable. Et puis est arrivée cette catastrophe, cette marée noire du Deepwater Blue Horizon dans le golfe du Mexique, qui touchait directement BP. Ce qui veut dire que l'action de BP a commencé à plonger en bourse et les actionnaires de BP ont commencé à hurler. Il y a à dire ça ne va pas du tout, l'action plonge, on est en train de perdre de l'argent et donc il faut d'urgence rapatrier les financements, les investissements vers le pétrole. Parce que c'était ces investissements-là qui garantissaient un rendement immédiat. Et c'est comme ça que BP est redevenu Back to Petroleum. Et le PDG est parti. Et aujourd'hui, il y a dans les entreprises une tension profonde entre les dirigeants d'entreprises qui vont chercher à assurer l'avenir de long terme de leur compagnie et les actionnaires qui vont chercher un rendement de court terme et qui vont vendre leurs actions dès lors qu'on fera des investissements de long terme. Et aujourd'hui, il y a cette grosse tension aussi dans le capitalisme entre le court terme et le long terme, et c'est cette tension aussi qui impose, malgré nous, le statu quo. Et puis évidemment, il y a les climato-sceptiques. On a parfois tendance à
écarter les climato-sceptiques d'un revers de la main, à dire « Ah là, c'est fini, maintenant on sait ». Le problème, c'est que les climato-sceptiques restent très nombreux et très influents, qu'il y a encore énormément de gens aujourd'hui qui remettent en cause soit l'existence même du changement climatique, soit le fait que ce changement climatique soit dû à nos activités humaines. Beaucoup de gens, en 2010, c'était 73% des électeurs britanniques, qui n'étaient pas sûrs, qui pensaient qu'il y avait des doutes dans la communauté scientifique. Bon, c'était juste après l'échec du sommet de Copenhague et ce taux est redescendu depuis. Mais en France, en 2013, il n'y a pas très longtemps, il y avait encore un gros tiers des électeurs qui se disaient climato-sceptiques. Et que, je ne vous ai pas mis le graphe parce qu'il est un peu compliqué, mais plus on avançait dans les catégories d'âge, plus les gens étaient climato-sceptiques. Les Français de moins de 20 ans ne sont que 3% à être climato-sceptiques. Par contre, les Français de plus de 60 ans sont 52% à être climato-sceptiques. Heureusement, en France, tous les postes à responsabilité dans la politique ou l'industrie sont réservés aux gens de moins de 40 ans. C'est ce qui nous berce parfois d'une illusion un peu cruelle. Parfois, les gens me disent « Mais ça va changer avec la prochaine génération. C'est juste une question de génération. La nouvelle génération, c'est très bien. Et l'enjeu, c'est l'éducation des jeunes. » Je suis désolé de le dire, mais il sera trop tard. Nous avons 20 ans pour agir, ce qui veut dire que le gros enjeu, ce n'est pas l'éducation des jeunes, c'est l'éducation des vieux. Et si on ne réalise pas cela, si on ne réalise pas ce sentiment d'urgence, on risque de se bercer d'une terrible illusion, parce que c'est évidemment aujourd'hui qu'il faut agir, et il faut convaincre aujourd'hui ceux et celles, enfin surtout ceux, qui ont les leviers du pouvoir. Le problème, c'est qu'évidemment, la position climato-sceptique est aujourd'hui devenue un argument politique. Et qu'on est aujourd'hui entré dans ce qu'on appelle l'ère post-truth, ou c'est-à-dire l'ère post-vérité. C'est-à-dire ce moment politique où la vérité ne compte plus, où les faits ne comptent plus, et où la vérité est considérée comme une opinion comme une autre, et où une partie importante de l'électorat ne reconnaît plus du tout la science ou la recherche scientifique comme un des moyens d'approcher la vérité, et va considérer que leur propre expérience, leur propre connaissance est tout aussi valable qu'une connaissance produite par la recherche. Et que donc il n'y a pas de raison qu'on écoute davantage les scientifiques ou les experts, comme ils disent, plutôt qu'eux-mêmes. Et ils vont même dire que les experts ou les scientifiques sont déconnectés de la réalité du peuple parce qu'eux sont les meilleurs experts de leur propre vie. C'est évidemment tout à fait dramatique si le climato-scepticisme aujourd'hui devient un argument politique. Et je pense que ça doit nous interroger sérieusement sur la capacité de notre démocratie à prendre en compte ces enjeux. On pourrait imaginer aujourd'hui que le simple fait qu'un candidat se déclare climato-sceptique soit de nature à le disqualifier pour une élection. Mais non seulement ce n'est pas le cas, mais on peut aujourd'hui faire du climato-scepticisme un argument de campagne qui permettent de gagner une élection aussi importante que l'élection présidentielle américaine. Et cette logique post-vérité, cette sorte de nouvel âge politique où la vérité n'a plus d'importance, a aussi des conséquences évidemment dramatiques pour la question des migrations. Et je voudrais conclure en réfléchissant un peu ensemble à ce que veut dire
cette ère post-vérité dans notre manière d'appréhender les migrations, non seulement bien entendu celles qui sont liées au changement climatique et dont nous avons parlé ce soir, mais aussi les migrations dans leur ensemble. Je suis très frappé du décalage de plus en plus important qui existe entre la manière dont sont perçues les migrations dans les débats publics et la réalité empirique de ces migrations. Et on a l'impression aujourd'hui que l'essentiel des attitudes de la population, mais également que l'essentiel des arguments du débat public et des politiques publiques qui sont décidées, se fondent non plus sur des arguments rationnels ou scientifiques, mais sur des perceptions. Et le problème, c'est qu'en matière de migration, nos perceptions sont souvent trompeuses parce que la réalité des migrations est profondément contre-intuitive. Je vous donne juste un exemple particulièrement frappant qui concerne la perception de l'islam, de la place de l'islam dans nos sociétés, puisque aujourd'hui, l'immigration est largement associée à l'islam. En 2014, le journal britannique The Guardian a fait un sondage auprès des populations de différents pays industrialisés en demandant aux gens, selon vous, sur 100 personnes dans votre pays, combien sont musulmanes? Et vous voyez que la Belgique est championne du monde ex aequo avec la France du plus grand écart entre la perception de la place de l'islam dans la société et la réalité, avec un différentiel de 23 points. En Belgique, les gens, en moyenne, considèrent qu'il y a 29% de musulmans dans la population, c'est-à-dire à peu près 3 personnes sur 10. La réalité, c'est qu'en Belgique, il y a 6% de musulmans dans la population. Et qu'il y a donc cet énorme différentiel particulièrement marqué en Belgique et en France, mais vous voyez que pour l'ensemble des pays industrialisés, des pays sondés, toujours la place de l'islam était surreprésentée par rapport à sa réalité. Et ce décalage entre la perception et la réalité emporte bien entendu des conséquences politiques. En février 2014, on a organisé en Suisse un référendum sur l'immigration, où la question qui était posée, c'était « Est-ce que vous voulez que l'on ferme davantage les portes de la Suisse ?» En d'autres termes, est-ce que vous voulez que nous luttions contre l'immigration massive? C'est ainsi qu'était formulée la question. Et la Suisse a voté majoritairement contre l'immigration massive. Ce qui est intéressant, c'est de regarder comment ont voté les différents cantons suisses. Et vous voyez sur l'axe horizontal des abscisses la moyenne nationale des étrangers parmi la population. Et vous voyez que les cantons qui étaient les plus hostiles à l'immigration, c'était aussi dans leur grande majorité des cantons où la proportion d'étrangers était inférieure à la moyenne nationale. Tandis qu'à l'inverse, les cantons qui étaient plus favorables à l'immigration, Genève, Vaud ou Zurich, c'était des cantons dont la proportion d'étrangers était supérieure à la moyenne nationale. En d'autres termes, moins il y avait d'étrangers près de chez vous, moins vous étiez en contact avec des immigrés, plus vous étiez hostile aux immigrés. Et je crois que il faut pouvoir mesurer ce décalage entre les perceptions de l'immigration et les réalités de ces migrations. C'est vrai dans le cas des migrations climatiques, c'est aussi vrai, et j'imagine que beaucoup d'entre vous en faites l'expérience tous les jours, c'est vrai aussi dans nos sociétés par rapport à l'immigration en général. Les migrations dans le monde sont caractérisées par deux grandes évolutions structurelles. La première, c'est que il y a de plus en plus de gens qui migrent aujourd'hui. Et que les parcours migratoires sont de plus en plus diversifiés, de plus en plus fragmentés.
C'est-à-dire qu'on ne migre plus de A à B pour une raison précise, comme on a pu le faire dans les années 50 ou 60, par exemple, lorsque la Belgique achetait des travailleurs à l'Italie, au Maroc ou à l'Algérie en échange de charbon, et où les gens venaient d'un pays à un autre pour une raison précise. Aujourd'hui, on a des parcours beaucoup plus fragmentés, qui passent par plusieurs pays, qui comportent des allers-retours, des déviations, qui s'étalent sur plusieurs mois ou plusieurs années, et qui sont motivés par des motifs extrêmement divers. Ce qui veut dire que de plus en plus de pays font l'expérience des migrations et que le statut de beaucoup de pays se trouve radicalement modifié. Par exemple, l'Italie et la Grèce, qui traditionnellement étaient des pays d'émigration avec une diaspora très importante, deviennent aujourd'hui des pays de transit ou d'immigration. Mais alors que le nombre total de migrants dans le monde augmente régulièrement, la proportion de migrants internationaux dans la population mondiale, elle, reste stable. Elle est stable autour de 3% depuis les années 60. Ce qui veut dire que si le nombre de migrants augmente dans le monde, c'est avant tout parce que la population mondiale augmente. Ce n'est pas parce que la migration devient accessible à plus de personnes. Au contraire, ça reste un luxe qui n'est accessible qu'à une petite minorité de la population, 3%. Mais malgré cette évolution, nous construisons sans cesse des murs et des barrières. Et les politiques migratoires deviennent sans cesse de plus en plus fermées, de plus en plus restrictives. En Europe, mais aussi partout dans le monde. En 1989, certains d'entre vous se souviendront sans doute de la chute du mur de Berlin, c'est-à-dire ce moment où tout le monde s'était promis la main sur le cœur que plus jamais on n'érigerait de murs ni de barrières pour séparer les peuples, qu'il y avait là une grave menace migratoire et qu'il fallait ériger un mur à la frontière avec la Russie. Tous ces murs et ces barrières ne servent à rien. Ce ne sont que des signaux politiques adressés non pas à ceux qui sont à l'extérieur du mur, mais à ceux qui sont à l'intérieur du mur, comme une façon de leur dire « on s'occupe de la situation ». Les choses sont sous contrôle. Et en réalité, c'est méconnaître profondément la réalité des migrations et l'absolue nécessité pour ceux qui migrent de le faire, qu'ils cherchent soit à sauver leur vie, soit à nourrir leur famille, que d'imaginer que ce sont des murs ou des barrières qui pourraient arrêter les migrations. Nous restons prisonniers de cette idée qui nous fait voir le degré d'ouverture des frontières comme la variable d'ajustement des migrations. Tous les exemples que nous pouvons trouver montrent que ce n'est pas le cas. Le mur entre le Mexique et les États-Unis n'a aucunement ralenti les flux migratoires entre le Mexique et les États-Unis. De la même manière, l'ouverture des frontières intérieures de l'Union européenne, l'espace Schengen, n'a pas entraîné de déplacement massif de populations européennes du sud vers le nord ou de l'est vers l'ouest, malgré des différentiels économiques parfois tout à fait considérables. L'effet des murs et des barrières, l'effet de la fermeture des frontières, c'est de rendre l'immigration plus difficile, plus coûteuse et donc aussi plus meurtrière. Et le résultat, malheureusement, c'est que l'Europe est devenue aujourd'hui la destination du monde la plus dangereuse pour les migrants et pour les réfugiés. Depuis l'an 2000, on estime que plus de 35 000 personnes ont trouvé la mort alors qu'elles cherchaient l'Europe. L'année 2016 sera l'année la plus meurtrière de l'histoire pour les réfugiés et pour les migrants. Nous sommes aujourd'hui le 15 décembre et on estime qu'à peu près 4 900 personnes depuis le début de l'année ont péri en Méditerranée.
C'est-à-dire que chaque jour meurent noyées une douzaine de personnes. L'Europe concentre à elle seule 85% des décès de réfugiés et de migrants. Et pourquoi est-ce le cas? Parce que depuis le milieu des années 80, l'Union européenne a fermé ses frontières extérieures et que l'ouverture des frontières intérieures s'est doublée d'un renforcement des frontières extérieures, comme s'il s'agissait de créer une forteresse inexpugnable. L'effet, malheureusement, vous le connaissez, ce sont tous ces morts, et c'est le fait que ce sont aujourd'hui les passeurs qui font la politique migratoire de l'Union européenne. Ce sont les passeurs qui décident qui arrive, à quel endroit, à quel prix et dans quelles conditions. Et donc il faut pouvoir le redire avec force, jamais un mur ou une barrière n'empêchera quiconque de migrer. Le seul effet des murs et des barrières, c'est de rendre les migrations plus difficiles, plus coûteuses et plus meurtrières. Et donc ces morts en Méditerranée, c'est aussi la conséquence directe de la fermeture des frontières extérieures de l'Union européenne. Ces gens meurent en mer parce qu'ils ne peuvent pas venir en avion, parce que pour venir en avion, ils auraient besoin d'un visa. Pourquoi est-ce que nous sommes à ce point braqués, obnubilés par la question de nos frontières, par l'idée de nous protéger des migrants? Parce que nous les voyons comme une nuisance. Il y a quelques mois, le Front National en France a lancé une grande pétition, une grande campagne « Ma commune sans migrants ». Comme on dirait, mon piétonnier sans voiture, mes pâtes sans gluten. Nous avons cette obsession de vouloir cantonner les migrants dans leurs conditions de migrants. Nous parlons d'eux comme s'il s'agissait d'un groupe homogène, profondément différent de nous-mêmes, et qu'on pourrait donc traiter tout à fait différemment de la manière dont on le ferait pour nous-mêmes. On dit toujours les migrants, ou les immigrés, ou les étrangers, comme il s'agissait d'un groupe distinct, facilement identifiable, et comme s'ils se connaissaient entre eux. Ça nous permet de faire des tas d'études sur le coût des migrants, sur les difficultés d'intégration des migrants, sur les risques de sécurité associés aux migrants. Nous avons profondément déshumanisé les migrants et oublié que derrière cette appellation collective se trouvaient des hommes et des femmes qui avaient chacun et chacune une histoire et des raisons particulières pour migrer. C'est le seul groupe de la population pour lequel on va avoir cette sorte de stigmatisation collective, systématique. On pourrait le faire pour plein d'autres groupes. Moi, par exemple, je suis gaucher. Dans la population, on trouve entre 10 et 15% de gauchers. Je suis sûr que certains d'entre vous sont gauchers. C'est-à-dire qu'il y a plus de gauchers que d'étrangers en Belgique. Nous avons aussi, nous gauchers, des caractéristiques particulières. Nous avons de gros problèmes de psychomotricité. On confond encore volontiers la gauche et la droite, l'Est et l'Ouest. Nous sommes responsables de beaucoup plus d'accidents domestiques et de beaucoup plus d'accidents de voiture que les droitiers. Et nous pourrions donc être stigmatisés. On pourrait faire des études sur le coût des gauchers pour la société. Dans certaines villes, il y a même des magasins pour gauchers. Des magasins communautaires où on vend des ustensiles de cuisine pour gauchers. Je vous assure que les droitiers n'y sont pas les bienvenus.
On ne le fait pas, évidemment. Mais on va le faire pour les migrants comme s'ils étaient différents de nous-mêmes et comme si, quelque part, ils étaient distincts de la société. Et je crois qu'il faut nous interroger sur notre habitude de caractériser systématiquement les migrants sous un vocable collectif qui aboutit à déshumaniser profondément notre rapport à ceux-ci. Et donc nous les voyons comme une menace depuis très longtemps. En octobre 1985, le Figaro Magazine mettait en couverture une Marianne voilée d'un tchador et se demandait « Serons-nous encore français dans 30 ans ?» Et vous voyez que sur une vignette, on parlait déjà du duel entre Laurent Fabius et Jacques Chirac. Octobre 85, j'avais 4 ans. On est aujourd'hui 31 ans plus tard. Et les Français sont toujours Français. Et Laurent Fabius est toujours là. Je l'ai vu avant-hier. Il va très bien. Super forme, il vous salue. Nous avons cette obsession à vouloir voir les migrants comme une forme de menace pour notre identité collective, à refuser d'accepter les transformations qui sont réelles, mais que l'immigration amène, et nous allons projeter sur cette immigration toute une série de peurs identitaires, de peurs collectives. Et je crois qu'aujourd'hui, le défi auquel sont confrontées nos sociétés, c'est celui que j'appelle une fracture de la mondialisation. On va avoir une division entre ceux qui pourront profiter quelque part de la mondialisation et pour qui les frontières vont apparaître comme une scorie du passé, et ceux qui vont se sentir délaissés par cette mondialisation et pour qui les frontières vont représenter une forme de dernier rempart, de dernière protection par rapport à ce qu'ils vont identifier comme une menace extérieure. Et je crois qu'un des grands enjeux sociétaux d'aujourd'hui, c'est précisément cette fracture de la mondialisation et notre capacité à quelque part réunir ces deux segments de la population pour lesquels la frontière fait aujourd'hui un peu un office de totem. Et malheureusement, aujourd'hui, nous sommes incapables de discuter rationnellement de l'immigration. C'est un enjeu de société essentiel, une préoccupation majeure pour les citoyens, et c'est aussi un facteur de transformation important de nos sociétés. Mais pourtant, nous sommes incapables d'en discuter pragmatiquement et rationnellement. C'est comme si la raison nous avait quittés. C'est comme si les arguments rationnels, comme si les faits n'avaient plus aucune prise sur le débat. Sur le graphe de gauche, vous voyez un sondage qui a été réalisé par la firme d'intérim Manpower et qui a sondé les entreprises dans plusieurs pays européens en leur demandant lesquelles avaient des difficultés à recruter de la main-d'œuvre locale. Et c'est en Hongrie que les entreprises ont déclaré avoir le plus de mal à recruter de la main-d'œuvre locale. 56% des entreprises hongroises ont déclaré avoir des difficultés. Sur le graphique de droite, vous voyez l'état de la démographie dans plusieurs pays européens, et vous voyez que c'est en Hongrie que les problèmes démographiques sont les plus aigus, que la population est la plus déclinante et la plus vieillissante. Si l'on raisonne très froidement, en purs termes économiques ou démographiques, quel est le pays européen qui aurait le plus besoin de migrants pour son économie? C'est la Hongrie. Quel est le pays européen qui aurait le plus besoin de migrants pour sa démographie? C'est aussi la Hongrie. Quel est le pays européen qui en veut le moins? C'est la Hongrie. Nous ne sommes plus capables
et je crois qu'il faut en être conscient, nous ne sommes plus capables du tout d'avoir un discours rationnel sur ce sujet, et aujourd'hui le débat semble guidé exclusivement par des positions idéologiques et identitaires. Et ce débat, malheureusement, dérape vers ce qui me semble être une dérive extrêmement dangereuse dans la manière dont le racisme et la xénophobie sont aujourd'hui libérés. Et nous avons, je crois, tous une responsabilité particulière par rapport à cela. Sur l'écran, vous voyez deux tabloïds, deux journaux populaires qui relatent chacun un fait divers particulièrement tragique dont vous vous souviendrez sûrement, c'est-à-dire la mort de 71 migrants dans un camion frigorifique à la frontière entre l'Autriche et la Slovaquie. Ces hommes et ces femmes ont connu une mort sans doute parmi les plus atroces qui soient. Entassés dans ce camion frigorifique, ils ont étouffé les uns après les autres, ils se sont vus mourir les uns après les autres. À droite, vous avez le tabloïd allemand Bild. C'est un tabloïd à côté duquel la Meuse a l'air d'un journal pour intellectuels. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Dans Bild, vous avez encore une fille nue à la 3e page tous les jours. C'est une pratique que la Meuse a abandonnée il y a presque 10 ans. Et Bild titre ce jour-là « Wir helfen », nous aidons. L'éditorial explique pourquoi chacun doit aider, et la manchette dit que l'Allemagne offre une main tendue aux réfugiés. Il publie également la photo, une photo qu'on n'a pas vue en Belgique, la photo de la honte, et montre deux histoires d'accueil positif des migrants et des réfugiés en Allemagne. À gauche, un professeur à la retraite qui dit « Je donne des leçons d'allemand ». À droite, une grand-mère qui dit « J'ai 2 nouveaux petits-enfants ». Le même jour, la Meuse relate le même fait divers. Et comme vous le savez, les lecteurs ont la possibilité de poster des commentaires sous les articles. Je vais vous lire les commentaires qui ont été postés ce jour-là sous un article factuel qui relatait ce fait divers atroce. Michael Faniel, qui étudiait à l'Institut Don Bosco à Huy, dit, et ce ne sera pas les derniers. Cédric Fox, qui est militaire, dit d'un ton ironique « Oh zut !» Michel Folon, triste, oui si on veut, mais c'est peu. François Hillard, qui habite à Bruxelles, écrit d'un ton ironique « Oh, j'aurais bien aimé lire cette nouvelle au petit déjeuner ». Florence Borne-Ferrier, qui est indépendante, fait une petite blague, et elle dit « Dans un camion de saucisses en plus, haha ». Patrick Mailly en rajoute une couche à la blague et dit « Oui, mais des saucisses halal ». Benoît Materne, qui est employé à la commune de Femme, s'exclame « Génial ! On attend les suivants ». Eddie Kennis, qui s'occupe de la sécurité à Lutosa, la firme de pommes de terre, dit « C'est déjà ça, dommage que le camion n'était pas plus grand ». Et Robert Parfait conclut en disant « Qui va se plaindre ?» Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Ce qui me frappe quand je lis les commentaires sous cet article, c'est de voir à quel point l'outrance d'un commentaire entraîne le suivant un pas de plus vers l'abîme. Et je suis très frappé de voir à quel point, dans cette crise, le meilleur entraîne le meilleur et le pire entraîne le pire. J'ai eu l'occasion quelquefois d'aller faire des conférences à Munich, au moment où cette ville
était en première ligne dans l'accueil des réfugiés et où chaque jour des trains entiers arrivaient en gare de Munich chargés de réfugiés. Et les Munichois et les Munichoises parlaient de ce moment comme du miracle de Munich. C'est-à-dire comme un moment de réalisation collective lorsqu'ils ont réalisé les ressources d'accueil et d'hospitalité qu'ils pouvaient déployer. Et je pense que peu d'entre eux imaginaient que leur ville avait ces ressources. Et ils en tiraient une fierté collective considérable. Et je pense qu'il faut être conscient de cette pente sur laquelle nous glissons lentement et qui aspire peu à peu nos valeurs où le pire entraîne le pire. Et c'est là, je crois, où les questions de migration et de changement climatique se rejoignent profondément. Pas juste parce que Laurent Fabius est de retour, mais parce que je pense que ces questions de migration et de climat nous obligent à penser la Terre et le monde. Et nous sommes aujourd'hui dans un paradoxe mortifère qui fait que les enjeux écologiques nous font évidemment percevoir l'unité de la Terre et notre dépendance profonde les uns aux autres, à quel point les uns sont victimes des actions des autres et à quel point nous sommes tous reliés les uns aux autres, et combien notre manière de traiter et du climat et des migrations demande que nous ayons cette vision unifiée de la Terre. Mais à côté de cette Terre unique, nous avons un monde fragmenté, morcelé, cloisonné, frontiérisé. C'est comme si quelque part nous n'avions plus un monde, mais différentes nations qui veulent sans cesse devenir plus indépendantes les unes des autres, alors que la Terre les rend intrinsèquement dépendantes les unes des autres. Et notre enjeu collectif, je crois, c'est celui de notre capacité à penser ensemble la Terre et le monde. Car la question des migrations, comme celle du changement climatique, nous pose au fond la même question. Et cette question, c'est celle de l'autre et de la place que nous voulons faire à l'autre. Est-ce que nous sommes capables d'agir pour l'autre au-delà de nos frontières géographiques et générationnelles? Est-ce que nous sommes capables de reconnaître l'autre non pas comme quelqu'un différent de nous-mêmes, mais au contraire comme une partie intégrante de nous-mêmes? En d'autres termes, la question qui nous est posée, je crois, c'est celle de notre capacité à faire humanité. Bienvenue dans l'Anthropocène et merci à tous.